the army is entering Rafah, and they are crossing Rafah. I don't know how we will continue our lives. It's very hard what's happening. It's very hard. I don't know if this will end or not, or when it's all of this will end, but I feel I'm so tired because all of what's happening, I'm very empty and very tragedy and عشوائي يعني أنا مش ملاقية aroundly or I don't know what is the suitable word, but I hope this ceasefire apply on the few hours come, but it's failed. Yesterday it's failed. They told us that it's failed, but I hope that Israel responds to us or to Hamas and agree about this ceasefire. Everything okay? I don't know. Not everything okay. My friend that I am going to her house to open my internet. His neighbor is bombed this morning on 5 a.m. and he and his son and daughter, they are killed. I think the war start again. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 18, épisode 8. Cette semaine d'émission Survivre, s'assumer et atrocité. Est-ce que ça vaut la peine de grandir? Le cœur vers le passé, les yeux vers l'avenir. On se demande, est-ce que ça vaut la peine? Des questions sans réponse, des choses qu'on voit pas venir. Venez, on arrête de grandir. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Donc vous l'aurez peut-être compris à cette citation d'une chanson de Amir et Black M. J'ai été la chercher loin celle-là, hein, donc Grandir. Nous parlerons ce soir du documentaire Put Your Soul on Your Hand and Walk de Sepideh Farsi, sorti dans les salles françaises il y a un mois. Ensuite, nous parlerons de deux nouveautés sorties la semaine dernière. La petite dernière, réalisée par Asia Herzi. Et ensuite, la disparition de Joseph Mengele, Das Verschwinden des Joseph Mengele, de Kirill Serebrennikov. Et pour parler de ce jeu promoteur de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur du Grand Ouest. Il y a le docteur Erwan. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Il y a également Margot. Bonsoir, Margot. Bonsoir. Carrément, Florian ne peut pas être de notre ce soir, accablé qu'il est par la maladie, par la crève, la fatigue, les glandes sales, les bronches, les diarrhées sanglantes, tout ça, terrible. Donc voilà, des glaires, enfin plein de choses charmantes. Exactement, mais vous retrouverez Thibaut la semaine prochaine pour parler notamment de Catherine Bigelow, bien évidemment, il ne pourra pas louper ça. Voilà, donc ce sont les forces en présence. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. De la merde, 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 de la merde. Ah, oh, ça oui, c'est du bon travail.
Donc les agendas locaux pour commencer, il se passe pas grand chose hein, quand même en ce moment, hein, vous allez voir. Mais il y a quand même 2 films à l'Arvor jeudi et vendredi qui méritent le détour. Le jeudi 30 à 20h15, donc c'est le premier rendez-vous des Jeudis de l'angoisse que lance l'Arvor avec Texas Chainsaw Massacre à tronçonneuse donc de Tobe Hooper, évidemment le chef-d'œuvre formidable mais merveilleux et toujours impeccable de 1974. Pas mal. Oui. Hein, vous confirmez. Légèrement malaisant. Oui, quand même. Il vaut mieux prévenir le public s'il l'a pas vu. Ah bah en même temps, c'est assez malaisant. C'est les jeudis de l'angoisse, là, c'est le jeudi du malaise, là, pour le coup. Quoi. Et sinon, donc le 31, dans un tout autre genre, à 19h15, donc vendredi, ce sera Bahubali de SS Rajamouli dans sa version remontée donc, par le génie indien, parce que donc, c'est à peu près 2 films de 2h45. Et il a remonté tout ça pour faire un film de 3h30. Il a coupé plein de scènes, mais il en a aussi rajouté d'autres. Donc j'ai très très hâte de voir ça. Mais de toute façon, ce sera à quelle heure 19h15. 19h15, ok. Donc vous viendrez, docteur Je ne pense pas. Parce que moi, généralement, le 31 octobre, je me fais ma soirée Halloween chez moi, où je me fais mon double programme avec des films récents d'horreur. Alors, est-ce que vous avez choisi Ben non, je n'ai pas choisi encore pour l'instant. Je trouverai. Les soirées Halloween, ça me tente moyen, mais je préfère plus les soirées avec des ninjas, moi, tu vois. Oui, non, mais chacun son truc. Mais non, mais là, c'est généralement la soirée où je me fais 2 films d'horreur que je connais pas. Souvent, des trucs, pas des classiques, souvent des films récents. Donc, peut-être aller regarder du côté de l'Australie, peut-être voir si je trouve pas des choses intéressantes. Donc voilà, mais en tout cas, moi, je vous encourage à aller voir Bahubali. De toute façon, nous reparlerons de SS Rajamouli, puisque certains de ces films vont bientôt sortir en Blu-ray chez Carlotta. Donc évidemment, nous y reviendrons. Voilà. Ce qui est un signe de comment dire, de prestige. De sortir chez Carlotta, c'est pas rien. Quoi. Non, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'enfin, c'est pas sortir chez Neo Publishing, quoi. Tu vois, ça, c'était bien. Ouais, c'était bien. Donc voilà, parce que quand même, quasiment plus de 10 ans après 25 ans de carrière, Rajamouli a enfin droit à des éditions Blu-ray chez nous. Donc on a très hâte de voir les copies et de vous reparler de tout ça parce que c'est absolument merveilleux. Autrement, dans les sorties nationales, demain au cinéma, il y a le nouveau film de François Ozon, L'étranger, d'après le roman de Albert Camus, dans un beau noir et blanc diaphane. Voilà. Bon. Oui, François Ozon. François Ozon, j'ai vu un film, j'ai vu 8 femmes en salle quand c'est sorti, donc 2001, je pense, comme ça. Mais je me suis dit non. Je n'ai plus jamais vu un film. J'ai vu son film sur les curés là. Grâce à Dieu. Ouais, c'était pas mal ça. C'était pas mal. C'était pas mal, mais bon voilà, je peux pas forcément me relever la nuit pour aller voir du François Ozon. Non, c'est pas. Alors qu'il fait tranquillement son petit film par an. C'est pas un problème. C'est juste que c'est pas ma tasse de thé plus que ça. Exactement. Mais peut-être que ce sera ta tasse de thé, toi qui es un peu geek, Erwan. Il y a Yaroy, le nouveau film avec Orelsan, qui donc joue le rôle d'Orelsan, qui trouve une armure magique qui va aller combattre des démons. Nope, sans moi. C'est son kiff. Sans moi. T'aimes pas le hip-hop Non, non. Par contre, je suis pas certain les artistes de hip-hop qui font l'acteur, toujours un peu risqué, quoi. RZA, Ice Cube, si t'as pas un John Carpenter ou un Jim Jarmusch derrière pour faire LL Cool J. LL Cool J. Il est cool, LL Cool J. Ouais, surtout dans Drôle de Dame 2, en fait. Mais non, voilà, je pense pas être le cœur de cible de ce film-là. Eminem. Snoop Dogg, super film au Snoop Dogg. Oui, Bones par exemple. Oui, je pensais à ça. Ouais. Mais non, je pense que je suis pas le cœur de cible. Je suis pas assez fan d'Orelsan. J'ai rien contre lui, encore une fois, mais je suis pas. J'ai d'autres trucs à voir. Alors que par contre, quelqu'un dont tu es la cible, c'est Rémi Harlin qui sort Les Intrus chapitre 2. Non. Film d'horreur. C'est un film d'horreur récent, Erwan. Ça va t'intéresser. Mais c'est pas un remake? Je sais pas, en tout cas, c'est un deuxième, parce qu'apparemment, il y a un premier intrus que j'ai pas vu non plus. Parce que je sais qu'il y a des films qui s'appellent The Strangers, qui sont des séries B, des Home Invasion en série B, mais qui ont plutôt bien marché, mais il y a quelques années. Ça, visiblement, Rémi Harlin est revenu de Chine, parce qu'il a fait 2-3 gros gloumoutes propagandistes là-bas. Puis il continue son petit bonhomme de chemin, il fait toujours 1 ou 2 films par an, souvent directement en vidéo. Là, pour une fois, il y en a un qui sort en salle. Voilà. Le sympathique finlandais. Oui, voilà. Après, c'est énorme bœuf. Un aimable tâcheron, comme on dit. Oui, mais il a quand même fait 2 bons films. Oui, mais un peu comme Sidney G. Fury, qui est un aimable tâcheron, puis qui fait l'emprise, qui est un super film. C'est vrai. Voilà. Mais Rémi Harlin, ça arrive de temps en temps. Rémi Harlin, il a fait Fourth Line et Au revoir à jamais, qui sont formidables. Voilà. Puis après, c'est plus en dents de scie. Puis après, Driven et bon. Si, Peur Bleu, c'est bien. Voilà, Peur Bleu, bon.
Voilà, sympathique. Prison, fric. Film qui vieillissent pas super bien, c'est ça. Non, c'est pas un cinéma qui vieillit super bien. Alors, je l'ai revu Peur Bleue en début d'année, je sais même pas pourquoi. Je me suis dit, tiens, finalement, film d'attaque de requin, pourquoi finalement, pas. je trouve ça plus sympathique qu'à l'époque. Tu vois. Ouais. Pourtant, ça reste pas terrible. Hein. Non. Bref. Sinon. C'est celui-là que Samuel L. Jackson se fait croquer. Oui, en plein milieu du film pendant qu'il fait un motivational speech. Et la croque. Et un film avec LL Cool J. Il n'y a pas de Jason Statham aussi là-dedans? Non, je confonds avec un autre. Non, il y a Meg avec Jason Statham. Oui, Meg 1 et 2. Et je confonds avec un autre film encore de requin qui est sorti à la même période que Peur Bleue. Ah oui. Mais je me mélange un peu les pinceaux dans les films de requins. Passer les dents de la mer, moi j'avoue que j'ai un peu du mal. Quoi. Il y en a beaucoup. Ouais. Sauf Méga Piranha, qui est un nanar asylum très drôle où il y a des piranhas géants qui mangent des porte-avions. Voilà. Et qui dévorent qui se jettent contre des immeubles en bord de mer. Mais qui sont Asylum, qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Voilà, qui est un film débile mais très rigolo. Voilà, sinon dans le genre qui sera probablement débile et pas très drôle, La femme la plus riche du monde de Thierry Cliffat, l'ancien de Studio avec Isabelle Huppert dans le rôle de la Bettencourt et Laurent Lafitte, François-Marie Bagné. Voilà. Laurent Lafitte qui a visiblement, dès qu'il joue un rôle de jeune beau, reprend la même perruque de film en film. Voilà. Pour pas se faire chier. Tant mieux s'il a sa perruque attitrée. Exactement, voilà, ça évite de s'emmerder. Autrement, il y a le film dans lequel The Rock nous montre qu'il veut son Oscar, c'est donc Smashin' Machine de Benny Safdie, le frère Safdie qui fait son film en solo, où là vraiment il est crimé, il est sérieux, il se pourquoi bagarre. pas, hein. Ça se voit d'ailleurs que The Rock il veut son Oscar parce que dans toutes les interviews qu'il donne, il met des lunettes pour montrer que c'est vraiment un rôle sérieux. C'est pas parce qu'il vieillit? Non, parce que tu vois vraiment que c'est genre des fausses lunettes. Hein, d'accord, c'est des fausses lunettes, il n'y a pas de verre en fait, c'est ça. Si, mais c'est genre juste des verres normaux, que c'est une vitre. Okay. Voilà. Parce qu'il veut son Oscar, c'est un peu son The Wrestler à lui. Il a un col roulé avec les lunettes Mais parfois, oui, pour faire vraiment Michel Foucault. Mais Michel Foucault sous stéroïdes, quoi. Voilà. Michel Foucault qui fait des prises de soumission. C'est Michel Foucault qui... Et des coups de la corde à linge, quoi. C'est Michel Foucault qui surveille et punit. Ouais, c'est ça, exactement. Et dans un tout autre genre, toujours si vous aimez le sport, donc il y a au cinéma Jules le concert au Stade de France. C'est pour moi. Mais... Pareil, pas cœur de cible non plus pour moi. Non, mais pourtant un garçon immensément sympathique. Par ailleurs, oui, mais pareil, pas super cœur de cible, un peu vieux pour ses conneries, comme dirait Danny Glover. C'est ça, mais c'est parce que toi t'es plus rap un peu dark. Non, c'est juste que je suis un vieux réactionnaire, c'est tout. Et que j'aime pas la jeunesse. Ah voilà, merci. Alors, je vais juste monter ça. C'est juste la simple raison. Voilà. Donc voilà, et sinon donc le dernier film de Catherine Bigelow, House of Dynamite, est sorti sur Netflix vendredi dernier. Nous en reparlerons la semaine prochaine notamment. Nous allons passer tout de suite à la section critique de cette émission, à la recherche d'une âme. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était les Rolling Stones avec Soul Survivor. Et donc de Soul Survivor, il y en est question dans le film de Sépité Farsi, Put Your Soul on Your Hand and Walk, sorti dans les salles françaises donc le mois dernier et qui était présenté au Festival de Cannes, au dernier Festival de Cannes, donc au mois de mai. Donc Sépité Farsi, c'est une réalisatrice iranienne de documentaires principalement, et qui au début de l'année 2024, peu de temps après l'attaque du 7 octobre et les représailles de l'armée israélienne sur la bande de Gaza notamment, contre le Hamas et contre le peuple palestinien du même coup dans son ensemble, décide de faire un documentaire pour documenter justement ce qu'il se passe à Gaza. Sauf que l'espace, la ville et la bande de Gaza tout court est totalement inaccessible à tous les journalistes ou personnes étrangères pour entrer dans le territoire, que ce soit pour amener de l'aide humanitaire ou juste pour documenter les événements, parce qu'aucun média, à part les médias officiels de l'armée israélienne, n'ont été autorisés à rentrer sur le territoire. Et donc elle trouve, on va dire, un peu un biais détourné pour faire son documentaire, parce qu'elle est mise en contact via un ami commun avec une jeune fille, Fatma Hassana dit Fatem, une jeune fille de 24 ans, apprentie donc photojournaliste, qui vit donc à Gaza sous les bombardements constants
de l'armée d'Israël, et en fait il veut... Je crois qu'elle vit dans la ville de Rafah. Oui, c'est ça, elle vit à Rafah, dans un des quartiers de la ville de Rafah, si je dis pas de bêtises. Et donc en fait ça va être un peu un genre de documentaire en ligne dans lequel donc Sepideh Farsi aura de longs entretiens avec Fatem, dans lequel elle va raconter ce qu'elle voit, elle va décrire un petit peu sa vie, quelles sont les circonstances justement de survie dans cet espace-là, évidemment entremêlées avec de très nombreuses coupures de réseau, puisque évidemment, surtout dans un tas d'opérations Internet, c'est pas folichon, mais comment en plus l'État israélien coupe régulièrement on va dire, les bandes Internet pour couper toutes les communications, cela entrave évidemment la fabrication du film, et même entraîne tout un questionnement sur la survie de Fatem et puis de sa famille, puisqu'elle vit avec son frère, enfin avec plusieurs membres de sa famille. Et donc, forme documentaire assez particulière, qu'on pourrait voir ça comme un film d'entretien, tout en étant un genre de documentaire au présent. D'autant que Fatem arrive à envoyer donc, à Sepideh Farsi quelques-unes des photographies qu'elle réalise dans Gaza en ruine, et qu'on voit dans le film justement, qui sont des photos extrêmement puissantes. Et donc via ce documentaire par procuration presque, on a comme un double discours, celui de Fatem et qui serait remodelé, remis en forme par Sepideh Farsi. Docteur. Alors, donc effectivement, hein, c'est un film qui a une forme, on va dire, assez minimaliste, hein, puisqu'en gros, c'est des alternances, c'est une alternance entre des discussions sur WhatsApp ou des discussions en FaceTime, en ligne, donc entre les deux femmes, et puis... en fait, Sepideh Farsi filme son téléphone. Voilà, elle filme son téléphone ou son ordinateur pendant qu'elle est en train de parler, et ça alterne avec des passages de journaux d'information, voilà, de chaînes français, américains, de chaînes en continu, histoire de recontextualiser un petit peu les entretiens par rapport à ce qui se passe par rapport aux grands événements, voilà, aux grandes étapes de la guerre. Voilà, exactement. Et en fait, donc, ce qui est évidemment le grand intérêt du film, alors évidemment, là, malheureusement, on va pas spoiler, mais évidemment, le truc, c'est qu'évidemment... C'est pas spoiler, parce que de toute façon, ça a été annoncé avant sa venue à Cannes. Ouais. Donc, c'est donc à la fin du film, ils apprennent donc le film va être sélectionné à Cannes, et quelques jours avant la projection à Cannes, donc Fatem et 8 membres de sa famille, je crois, meurent dans un bombardement. Tout le monde meurt, ouais. Pendant la guerre de génocide des Israéliens. Donc du coup, ça donne évidemment une coloration assez particulière, puisqu'évidemment les deux femmes parlent, mais sans jamais évidemment sans jamais avoir le don prophétique de savoir que l'une d'entre elles va mourir le lendemain de la dernière vidéo qu'on voit dans le film, le dernier entretien qu'elles ont ensemble, ce qui donne évidemment une coloration très particulière. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a des choses assez... il y a un dispositif en fait qui est très simple et qui est assez intéressant, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que le fait que la réalisatrice ne puisse pas aller sur place à Gaza, le fait qu'elle soit obligée d'avoir ces entretiens par téléphone interposé, ça crée une espèce d'effet de surcadrage permanent à l'intérieur du film, et qui résonne avec l'enfermement de la jeune femme à l'intérieur de la bande de Gaza. Ce qui fait que cet enfermement qu'on ne peut pas voir, on va dire, sur un plan macroscopique, parce que on n'a que le champ en fait de ce qui est des entretiens, et finalement il y a une espèce de hors-champ immense qui est le hors-champ de la guerre en fait, qu'on voit de temps en temps, qu'on voit sous forme de destruction, sous forme d'explosion ou sous forme de son. Oui, ou parfois quand elle retourne un peu son téléphone pour montrer un petit peu l'environnement dans lequel elle est depuis son appartement. On voit les conséquences, mais ça reste un point de vue très étroit, parce que tout simplement la jeune femme n'a pas une capacité de mouvement qui est très très grande. Et ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est comment est-ce que ce sentiment d'enfermement, ce sentiment assez oppressant finalement d'être en cellule, d'être en prison dans sa propre ville, en fait la réalisatrice... Parce qu'on ne quitte quasiment jamais ce cadre vertical justement. Ouais, voilà, et je trouve que c'est intéressant de la manière dont la réalisatrice finalement par son principe même de mise en scène en fait nous traduit en fait cette réalité qui est une réalité qu'on peut pas vraiment toucher du doigt de manière directe, mais qu'on peut toucher du doigt de manière métaphorique. Donc effectivement elle est enfermée dans le cadre de son téléphone, comme elle est enfermée dans le cadre de sa propre ville, et là aussi c'est intéressant, c'est de voir que finalement ce qui dans d'autres situations ou d'autres conditions pourrait être
quelque chose de positif, c'est-à-dire le téléphone comme outil de communication ou tout simplement de vivre dans sa ville, de vivre sa vie de jeune femme dans sa ville, devient en fait, se retourne en fait et devient par le prisme de la guerre, finalement quelque chose d'emprisonnant en fait. Pour la métaphore de l'enfermement. La métaphore de l'enfermement. Et ça, j'ai trouvé que c'est... D'autant que Sépideh Farsi connaît bien ça aussi, parce qu'elle est d'origine iranienne. Elle a fait de la prison en Iran. Elle a dû fuir le pays et elle est donc réfugiée en France depuis plusieurs années déjà. Et c'est pour ça qu'elle peut continuer donc à faire des films. Bien sûr. Et ça aussi, c'est ce qui est intéressant, c'est que les deux femmes... c'est un dialogue entre les deux femmes, mais ces deux femmes qui c'est plus qu'un entretien, c'est un dialogue. Voilà, et n'ont pas tout à fait le même rapport, notamment vis-à-vis de la question de la religion. Déjà parce que c'est pas la même génération. Pas du tout. Sépideh Farsi doit avoir une soixantaine d'années, je crois, enfin 55-60, et donc l'autre est beaucoup plus jeune. Fatem a donc 24 ans. Il y a quand même quasiment 30 ans d'écart entre les deux. Et il y a presque un rapport soit grande sœur petite sœur ou mère-fille, presque à certains moments dans cette relation. La confession, en fait. Voilà, avec ces deux femmes qui utilisent finalement l'image pour témoigner de leur réel et du réel de leur pays, de leur origine, de leur identité. Et c'est assez intéressant, je trouve, parce que on sent bien qu'il y a des points, je dirais pas de désaccord, mais on sent bien qu'il y a une perception qui n'est pas tout à fait la même, notamment sur la question de la religion, et je pense aussi en creux sur la question du Hamas, puisque le Hamas, on va le rappeler, est quand même largement financé par l'Iran, ou a été largement financé par l'Iran. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais j'imagine que plus ou moins oui. Et on sent bien que la réalisatrice, en tant qu'iranienne, elle n'a pas beaucoup de sympathie en fait pour le régime iranien, et ni pour les mollahs. Et que donc, par contre-coup, elle n'a pas forcément non plus une très grande sympathie pour le Hamas, et que ça s'affronte, ça se confronte, alors même si c'est pas forcément le centre du film, mais ça se confronte à certains moments avec justement son interlocutrice qui elle est quelque part aussi coincée un peu dans son lieu de vie, et qui du coup je dirais pas coincée, mais qui a aussi un point de vue sur le 7 octobre qui est forcément différent de celui de la réalisatrice, parce que pour elle il y a justement cette espèce de débat, est-ce que c'est un acte de résistance, est-ce que c'est un acte terroriste, etc. Ce qui est probablement les deux en même temps, et c'est pas résolu du tout par le film d'ailleurs, parce que le film n'a pas du tout pour vocation à résoudre ce problème-là. Alors les détracteurs... Nous sommes ici justement pour répondre à cette question. Bon, il est évident que si on montre le film à BHL ou à Raphaël Enthoven, ils vous diront que c'est un film clairement antisémite, ce qui à mon avis n'est pas le cas. C'est juste une confrontation de points de vue avec lequel on peut être d'accord ou pas d'accord, mais dont on nous exprime très bien que le point de vue est justifié, est légitimé, ou en tout cas il est cadré aussi. Il y a un cadre autour de ce point de vue, et que le cadre, c'est l'expérience de ces deux femmes, qui est une expérience différente de par leur génération, de par le pays d'où elles viennent, de mécanismes d'oppression et de destruction, mais où elles se retrouvent par contre sur l'idée de cette espèce d'idée de ne pas pouvoir être libre dans leur vie quotidienne en fait. Et l'une a expérimenté cette absence de liberté, est devenue libre parce qu'elle vit en Europe. L'autre est en train de vivre ce que finalement la plus âgée a déjà connu, elle, avec un enfermement réel qui est l'enfermement en prison. Donc il y a toute une c'est vraiment un film carcéral à différents niveaux, c'est-à-dire sur la forme et également sur les conversations entre les deux femmes, même si c'est pas le centre explicite en fait du film, puisqu'elles ont des conversations qui parfois sont des conversations assez triviales, assez banales finalement, mais on sent sur les questions de coiffure, de vie quotidienne. Voilà, exactement. Et ce qui est évidemment dur dans le film, c'est qu'on voit en fait cette jeune femme dépérir en fait. Ça c'est ça, je trouve, qui est le plus dur en fait dans le film. Alors qu'au début du film, qui se passe on va dire au printemps 2024, elle est plutôt assez solaire justement. Et puis elle a un sourire qui est très présent quoi. En fait, c'est quelqu'un dont on c'est cette question de ce grand terme que je déteste qui est donc la résilience, de réussir à quand même survivre et à toujours trouver du positif dans des cadres horribles. Donc, ce qu'on voit dans ces photos aussi. Où elle photographie beaucoup les enfants, par exemple. Donc on voit les femmes, les enfants, on voit aussi toute la vie qu'il peut y avoir justement dans ce climat, dans ce climat de destruction. Et c'est vrai que il y a ce qui est dur dans le film, et c'est pas un film du tout émotionnel au sens où il y aurait de la musique rajoutée. Non, c'est pas du tout un film putassier, c'est très très sobre comme manière de faire. Et c'est par les personnages en fait, c'est par les personnages que et notamment Fatima qu'on comprend ce qui se passe, et on voit
voit comment le hors-champ finit par avoir prise sur le champ à travers le fait que plus le film avance, plus elle a l'air fatiguée. D'autant que les entretiens sont espacés de quelques semaines ou quelques jours, quelques semaines, ça dépend des moments. Et on sent l'épuisement en fait qui gagne. L'épuisement moral et physique. Exactement. Et on voit aussi c'est là aussi que je trouve que qui est assez intéressant, c'est ce que la guerre fait au niveau intime en fait. C'est pas la guerre au sens de spectacle de destruction, c'est la guerre sur les corps et sur les âmes le corps et l'âme d'une personne en fait. Toute proportion gardée, c'est un peu comme le film de Klimov, Requiem pour un massacre. On voit physiquement et moralement les actions d'une guerre sur un corps encore jeune en plus. Et il y a notamment un moment où elle parle, ça c'est un truc dont on parle jamais évidemment, c'est comment est-ce que l'inconscient traite la guerre. Et notamment elle raconte une scène de rêve avec sa grand-mère qui est décédée dans un bombardement. Quelques temps auparavant, avant qu'elle ait sa relation justement avec la réalisatrice. Et c'est intéressant de voir comment est-ce qu'elle parle de comment sa grand-mère revient dans ses rêves, comment le souvenir de sa grand-mère revient dans ses rêves. Et c'est assez... je trouve que par petites touches, en fait, sans que ça soit... une démonstration ou quoi que ce soit, mais par petites touches, en fait, on découvre à la fois par son art, c'est-à-dire sa pratique de la photographie, et puis par ses paroles et par ce qu'elle dit de son vécu, on voit ce que la guerre fait aux gens, en fait, concrètement, en fait. Que c'est pas une violence qui s'abat sur vous comme ça d'un seul coup, que c'est une espèce de violence un peu comme une espèce de poison, en fait. C'est-à-dire qu'on voit mourir les gens, on voit mourir les gens autour de soi. Et puis on a un deuil, 2 deuils, 3 deuils, 4 deuils, 10 deuils, 20 deuils, quoi. Et finalement, on finit par s'habituer à cette notion de deuil. En tout cas, c'est ce que... À côtoyer la mort. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti un petit peu avec le film, quoi. C'est espèce et c'est ce qui rend la mort, c'est ce qui rend la guerre d'autant plus cruelle et dure, quoi. C'est le fait que l'être humain, en plus, est capable de s'habituer à ça, quoi. C'est-à-dire pour survivre, notre cerveau est capable de s'habituer justement, avec la résilience s'habitue à côtoyer la mort, à ne plus manger, à ne plus boire, moins boire, à pas pouvoir sortir, à pas pouvoir faire ce qu'elle veut dans la vie, etc. Et c'est vrai que c'est avoir toute son identité et l'histoire de son peuple niée et puis détruit par un autre peuple. Et à pas pouvoir s'exprimer, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est aussi... Les canaux de diffusion sont quand même très limités. Alors, il y a cette histoire de coupure qui donne un côté très frustrant au film à certains moments, parce que les conversations sont interrompues, il y a des coupes, donc ça donne un côté même presque frustrant pour le spectateur, parce qu'on a envie qu'elle puisse discuter plus librement, en fait. Ça crée, je pense, même si c'est pas l'intention principale, un genre de suspense un peu morbide. Oui, parce qu'en plus, nous, on sait comment ça se termine. Donc on sait que les paroles de cette jeune femme, c'est une parole qui est précieuse parce qu'on sait qu'il lui reste que quelques mois à vivre en fait. Donc on a envie que cette parole puisse s'exprimer de manière claire et ce qui devrait normalement être un moyen de communication qui facilite justement ce genre de propos devient finalement un obstacle ou en tout cas participe en tout cas à bloquer la parole ou à ralentir ou à retarder en fait l'apparition de la parole. Et du coup ça c'est assez ça marche assez bien moi je trouve dans le film, c'est-à-dire que c'est sans le vouloir je pense que la réalisatrice en fait dit beaucoup de choses justement sur cette question de comment témoigner de ce qui se passe à Gaza, sachant que l'information est dure à sortir de Gaza. C'est difficile de rentrer et c'est difficile de parler, de sortir pour en parler. Et quand en plus, d'autant qu'elle est constamment remise en cause par différents réseaux médiatiques. Bien sûr. Disons que quand on vit en France dans un pays où on a un pseudo-philosophe professionnel qui vient vous dire que de toute façon à Gaza il n'y a pas de journalistes, il n'y a que des terroristes avec des cartes de presse, donc Raphaël Enthoven pour pas le citer. On a un peu envie de lui dire écoute mec, je pense que j'espère pour toi que tu te retrouveras jamais dans un pays en guerre. Parce que tu te retrouveras exactement avec le même problème que les journalistes ou les photographes ou les artistes à Gaza qui s'expriment pas par les armes, qui s'expriment par d'autres moyens et qui sont empêchés de s'exprimer. C'est-à-dire que les armes s'expriment plus s'exprimer par les armes, ça a l'air plus simple que de s'exprimer par la photographie. Alors que c'est beaucoup plus innocent entre guillemets sur le plan criminel, quoi. C'est quand même tout à fait la même chose, quoi, de s'exprimer par la photographie, quoi. Et heureusement qu'on voit justement certaines de ces photos, parce que en plus c'est une excellente photographe. C'est une excellente photographe. Il y a vraiment, elle a vraiment un sens du cadre et un sens d'une espèce de spontanéité justement de saisir ce qu'il y a de vivant en fait dans un cadre qui est un cadre où c'est les ruines de Pompéi. Et elle arrive à choper justement à la fois des choses dures,
dures, hein, des gens qui nettoient du sang avec un jet d'eau, une main dans des décombres, des choses comme ça, mais aussi voilà, tous ces enfants, ces femmes, ces familles qui sont là et qui continuent à vivre. Quoi. L'espoir, du coup, l'espoir potentiel. Et par ces photos, elle devient aussi la porte-parole d'une pulsion de vie, qui est une pulsion de vie qu'elle incarne par cette espèce de sourire très, très lumineux qu'elle a pendant une grande partie du film. Mais par ces photos, elle témoigne aussi pour les autres, en fait, quelque part. Et là aussi, elle est finalement photographe de guerre. Elle est photographe de guerre. Je ne sais pas si elle se définissait comme ça, mais elle représente ça aussi. Quoi. Par la force des choses, elle l'est devenue. Et dans le futur, c'est ce qui nous restera en fait comme document, en fait, parce que on peut, pour l'instant, en tout cas, faire du blackout tant qu'on veut sur ce qui se passe à Gaza. Il y a plusieurs choses. Un jour, il y aura un processus historique sur savoir qu'est-ce qui s'est passé, hein, de toute façon. Il y a eu des fils en direct sur des réseaux sociaux, sur Twitch, sur Twitter, mais les trucs ont souvent été très vite chantés. Ça a été, en tout cas, c'est compliqué de réunir les différentes sources de Gazaouis. Et il y aura tout un travail de documentaire, peut-être dans le cadre d'ailleurs d'historicisation. Et peut-être dans le cadre d'une enquête un jour internationale, hein, parce qu'un jour il y aura quand même des crimes de guerre sur lesquels il faudra bien enquêter. Si la justice a un vague sens quand même. Bon voilà, c'est vrai que voilà, quand tu apprends que quand on te parle des snipers qui sont planqués dans les rues, qui tirent sur les gens qui vont chercher de l'aide alimentaire, ça fait Sarajevo. Ça rappelle d'autres guerres, ça rappelle d'autres guerres et ça rappelle d'autres conflits et ça rappelle la Tchétchénie, ça rappelle l'Irak. Donc à la fois il y a ce côté universel de la guerre et puis il y a ce côté très singulier justement, et le fait d'avoir ce conflit-là, en plus en particulier, d'avoir Fatima qui aussi elle est une individualité très forte. Je trouve que c'est intéressant de voir ces deux femmes qui toutes les deux ont deux très fortes personnalités qui discutent ensemble avec là aussi en creux la conscience pour la réalisatrice qu'elle est libre, notamment tous ces moments où elle va chercher son chat qui cherche à rentrer, qui chante, qui sort. Elle peut voyager parce qu'elle va présenter ses films donc au Canada, elle va en Égypte. Et on a un sentiment presque de culpabilité d'ailleurs qui émerge à certains moments du film où on sent bien qu'elle continue à discuter avec Fatima parce que ça lui fait du bien aussi de voir quelqu'un de l'extérieur, parce que voilà, même si elle discute à mots couverts, mais ça lui fait du bien de voir quelqu'un à l'extérieur, et on sent bien qu'elle a envie de voir le monde, quoi, cette jeune femme, quoi. Donc il y a ça, et en même temps il y a la contradiction qui est qu'est-ce que c'est quand tu vis dans un monde en paix et que tu te retrouves confronté à quelqu'un qui vit dans un monde en guerre, qu'est-ce qu'on se raconte, quoi, qu'est-ce qu'on peut se raconter, effectivement des petites choses, des choses qui semblent banales. Et au final, on arrive quand même à discuter. Il n'y a pas de mur, justement. S'il y a un mur s'il y a un cadre ou une cellule autour de ce cadre-là, il n'y a plus de petites discussions. Non, tout devient, tout fait sens en fait. Tout fait sens, que ça soit le rajustement d'un voile ou un paquet de chips. Finalement, ça prend une importance. Et moi, ce que j'ai apprécié vraiment dans ce film-là, c'est le fait de ne pas avoir surdramatisé le film. Non. De ne pas avoir cherché. De sortir les violons. D'avoir conservé. Pas de voix off, pas de musique, sauf la musique enregistrée, sauf un morceau enregistré par Fatima elle-même. Et pas de surcharge, pas de surlignage excessif avec des images contextuelles, etc., etc. Donc là, comment dire, entre guillemets, le côté art pauvre du dispositif finit par servir le propos du film en lui donnant un dépouillement qui permet de mettre en valeur la parole de Fatima sans en faire un spectacle qui pourrait verser dans le putassier, le voyeurisme, ou dans la complaisance, exactement. Donc c'est le très beau Put Your Soul on Your Hand and Walk de Sepité Farsi, sorti dans les salles françaises le mois dernier. Nous allons passer à toute autre chose, mais quand même nous allons nous demander si les enfants vont bien. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Les Calamités avec The Kids Are Alright, leur fabuleuse reprise de la chanson des Who. Et donc, est-ce que les enfants vont bien ? On se pose également la question donc dans La Petite Dernière de Asia Herzi, sorti dans les salles françaises la semaine dernière. Le film était également au dernier festival de Cannes, où l'actrice principale Nadia Meliti a gagné donc le prix d'interprétation féminine amplement mérité pour le film. Donc c'est le troisième long métrage comme réalisatrice de Asia Herzi après Tu mérites un amour et Bonne mère, et donc qui est adapté du roman semi-autobiographique de Fatima Das, sorti en 2020.
Et puis c'est donc, dans celui-là qu'elle s'appelle Fatima, en fait. C'est oui, pour ça que c'est pour ça. C'est pour ça que je faisais des mélanges hasardeux. Autant pour moi. raciste. Ouais. Je sais, c'est mon côté réactionnaire. Voilà, c'est vrai. Ah. Et donc, qui nous raconte l'histoire de Fatima, jeune fille de 18 ans qui va bientôt passer le bac, largement considérée par beaucoup de ses camarades comme un garçon manqué parce qu'elle est très sportive, elle fait du foot, elle a les cheveux attachés, tout ça. Et donc, évidemment, va s'ouvrir à elle un nouvel horizon et une nouvelle découverte en termes sentimentaux et en termes de relations de genre, on va dire, parce qu'évidemment, ça va être sa prise de conscience et son exploration de l'homosexualité féminine. Asia Arzi, on la connaît comme étant une très grande comédienne française qui a été révélée par Abdelatif Kechiche avec La Graine et le Mulet en 2007. Et ses premiers films, dont celui-là, parce qu'elle a continué à jouer avec Kechiche, portent quand même la trace du cinéma de Kechiche, mais dans une forme quand même très différente, et on va dire, avec un point de vue qui n'est pas tout à fait le même. Exactement, avec un point de vue que nous qualifierons peut-être de plus féminin. Un petit peu, légèrement plus féminin. Que Abdel. En tout cas, ils n'ont pas tout à fait les mêmes centres d'intérêt chez les personnages féminins, et ce film pourrait être vu de manière un peu vite comme un genre de contre-vie d'Adèle sur la question justement de l'éveil, du sentiment et de l'attirance pour la prise de conscience, tout simplement. La prise de conscience de l'homosexualité, parce que dans un milieu où c'est pas simple. Non, dans un milieu où c'est pas simple, un milieu vraiment musulman, on va dire classique, mais classe populaire, assez traditionnel. Voilà. Et donc évidemment, on va se confronter à la question de l'homosexualité avec la question donc du religieux et du cadre familial, mais évidemment tout ça est beaucoup plus complexe que ça. Et ce qui est très beau dans le film de Asia Arzi, c'est-à-dire qu'elle est pour le coup autant Kechiche est quelqu'un de très masculin et de très bulldozer dans sa monstration, on va dire, de l'homosexualité féminine. Chez Arzi, c'est quelque chose de beaucoup plus doux et qui paraît presque c'est beaucoup plus progressif, moi j'ai trouvé notamment. C'est progressif et ça paraît presque plus évident en fait. Moi j'ai trouvé vraiment que ça accompagnait vraiment c'est-à-dire le fait que ça accompagnait la découverte du personnage, c'est-à-dire qu'au départ elle y va un peu timidement parce qu'elle est elle tend parapluie, elle a pas cette assurance que certaines des filles qu'elle rencontre, quoi. Et je trouve que le film devient plus érotique en fait, ou plus devient plus pas plus cru, c'est pas vraiment cru le mot, mais plus érotique au fur et à mesure qu'on avance et au fur et à mesure qu'elle prend de l'assurance en fait. Donc la représentation du corps féminin notamment devient plus assurée au fur et à mesure qu'elle-même est plus assurée. Sans tomber dans des travers de monstration justement qui seraient vulgaires. Non, sans tomber dans des scènes à rallonge ou des choses comme ça. Ce qu'elle faisait déjà dans son premier film comme réalisatrice, justement, Tu mérites un amour, où justement les scènes sensuelles, on va dire, étaient quelque chose de très travaillé, mais de très doux, justement, sans aucune vulgarité, ce qui est assez difficile à réussir. Margot. Oui, je me suis fait la même réflexion en regardant le film, qu'effectivement, il y avait certaines scènes qui pouvaient être comparées à La vie d'Adèle de Kechiche, mais en étant moins brute, en étant effectivement plus délicate. Je trouve que le film prend quand même son temps, et ce que j'ai trouvé assez intéressant dans le film, c'est qu'on ressent plutôt bien tout ce qui la traverse intérieurement, dans le sens où j'avais un peu peur qu'il y ait certains clichés, malgré le fait que ce soit un film inspiré d'une histoire vraie. J'avais peur de tout un tas de clichés sur les adolescentes, sur les lesbiennes, sur ce genre de choses. Ouais, d'autant que c'est quand même des choses effectivement qui sont assez traitées sur le rapport entre la sexualité et puis la religion. Enfin, c'est des choses entre guillemets rebattues. Ouais, c'est ça, c'est un terrain un peu houleux, et en fait au final on se rend compte que son combat il est aussi intérieur, et qu'elle n'est pas juste en train de lutter contre sa famille ou contre ses proches, parce que ça pourrait s'arrêter à là, ça pourrait être l'isolement qui peut se créer petit à petit parce qu'elle est rejetée par ses pairs, PIRS. Mais là, on est aussi dans quelque chose où c'est elle qui est réellement croyante et qui se pose des questions par rapport à sa croyance, par rapport à, je ne sais pas si on peut dire la foi quand on parle de... Si, mais par rapport au dogme religieux surtout. Voilà, c'est ça. Et j'ai trouvé qu'il y avait... Avec des scènes très drôles avec un imam. Oui, j'ai trouvé ça assez drôle et j'ai trouvé ça assez touchant. Après, j'ai pas 100% été convaincue par le film non plus. Je trouve que, ça se voit, entre guillemets, que c'est un film, que c'est son 3e film, je crois, que c'est une réalisatrice assez jeune qui se cherche, qui tâtonne. Moi, j'ai l'impression que c'est encore un tout petit peu trop frileux par moment.
sur certaines scènes où on pourrait y avoir... Elle est un peu sur la retenue. Ces deux premiers, c'était déjà un peu comme ça, et je trouve qu'elle se libère un peu au cours de ce film. J'ai trouvé que les 40 dernières minutes étaient vraiment les plus touchantes, mais c'est un petit peu dommage parce que ça arrive vers la fin. Et avant ça, je trouve que ça prend un tout petit peu trop son temps et ça pourrait être un tout petit peu plus beau, un tout petit peu plus vif, un tout petit Comme peu en fait plus... le film tient vraiment le point de vue de son personnage principal, qui est un personnage qui est assez, pas renfermé, mais qui est assez mutique et qui en fait parler les autres. Donc à sa place pour lui dire oui mais ça c'est comment, oui mais ça pourquoi est-ce qu'on fait ça, des machins comme ça. C'est vraiment elle en fait qui est plus renfermée et qui donne une ouverture aux autres pour expliquer un petit peu le monde qui l'entoure, justement. Ce que je trouve assez intéressant comme personnage, où c'est pas elle finalement qui va... C'est pas une militante en voilà. fait, c'est ça le truc. C'est pas un personnage militant, c'est un personnage qui découvre. Et c'est ça aussi, il y a cette approche. Alors moi aussi, j'ai pas été totalement... Enfin, moi, je suis resté un peu sur ma faim sur certains aspects. Par exemple, moi, je sais que les scènes de famille, j'en aurais bien pris un peu plus. Voilà. Les scènes avec sa mère. J'ai bien aimé le fait que ça soit pas totalement résolu à la fin du film. Oui. Qu'il n'y ait pas un outing final qui ferait une espèce de happy ending un peu forcé. Moi, j'ai bien aimé l'idée qu'elle a du mal... ce qui est compliqué pour elle, c'est pas tellement d'assumer sa sexualité, c'est de pouvoir en parler aux gens qu'elle aime, en fait, aux gens de sa famille notamment. Et ça, j'avoue que j'ai plutôt apprécié ça. Après, effectivement, je trouve que le film survole parfois un peu trop les choses. Oui. Et autant moi j'ai bien aimé, il y a un aspect que j'ai bien aimé mais sur lequel je suis un peu réservé aussi, c'est le fait qu'on ait presque l'impression que ce monde de l'homosexualité féminine c'est un monde, c'est une sorte de monde parallèle à son monde en fait, c'est-à-dire que elle trouve personne en fait à part un collègue gay au lycée. Mais qui disparaît complètement de la fiction en fait à repasser le premier tiers. Oui, qui est pas vraiment un collègue en plus. C'est plutôt quelqu'un qui rejette. Là, c'est pour montrer comment est-ce qu'elle est conditionnée aussi à ce monde très hétérocentré. Voilà, c'est aussi pour montrer ça, quoi. Très machiste. Avec la famille, avec le père qui est dans la pièce d'à côté, les femmes qui sont en cuisine. Enfin voilà, où il y a une espèce de machisme naturel en fait dont elle apprend à se détacher. Mais quelque part, il y a ce monde parallèle, mais ce monde parallèle, c'est presque un monde qui est moi, je sais pas, en tout cas, je l'ai presque trouvé trop beau, ce monde-là. C'est-à-dire que c'est un monde où toutes les filles qu'elle rencontre sont filmées vraiment sont filmées toutes comme des très belles femmes. Sont hyper cool, sont hyper belles. Tout le monde est très cool, tout le monde est très progressiste, etc., etc. Et du coup, on a parfois le sentiment qu'il y a que elle qui a des difficultés avec ça, et que les autres femmes n'ont pas vraiment de difficultés, que tout est assumé en fait chez ces autres femmes. Sauf la jeune femme d'origine coréenne où on sent bien qu'il y a aussi d'autres choses, mais là ça reste un petit peu trop évasif peut-être pour que j'aurais bien aimé qu'elle creuse un peu plus certains aspects du film en fait. Je suis assez d'accord. Margot pour finir. Oui. J'ai eu ce ressenti-là. J'avais le sentiment que à la rigueur, son groupe au niveau de ses études, son nouveau groupe de copains, pouvait un peu faire le pont parce que en fait c'est eux qui l'invitent à une soirée où elle rencontre des nouvelles filles avec qui elle sort et en même temps elle n'arrive pas complètement à rentrer dans ce groupe-là parce qu'elle se ferme encore un petit peu à chaque fois parce qu'elle a en tête cette autre fille qui lui a fermé la porte du jour au lendemain. Et c'est assez brutal. Et en même temps, c'est vrai que le milieu lesbien, c'est un milieu qui est assez fermé. Et encore, elle a la chance d'habiter à Paris. Parce que dans les plus petites villes, c'est encore plus compliqué, c'est encore plus fermé. Il faut connaître des associations, des réseaux, des choses comme ça, qui font qu'on peut rentrer dans ces milieux-là. Mais... c'est vrai que c'est pas forcément ce qui m'a le plus choquée, on va dire, parce que c'est assez vrai finalement. Donc j'étais un peu partagée par ça. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse césure entre les deux et elle n'arrive pas du tout à joindre les deux bouts en fait, littéralement. Donc on va devoir s'arrêter là. C'est la petite dernière de Asia Arzi. Après, il faut quand même dire que c'est un film qui est quand même très 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 bien mis en scène. Ah oui. Elle a une vraie Asia Arzi, elle a une vraie capacité à filmer. Il y a des très beaux plans. Et à diriger. L'actrice principale est superbe. Enfin voilà, moi j'ai quelques réserves, mais plutôt sur le plan scénaristique et pas tellement sur la mise en scène. Donc la petite dernière de Asia Arzi actuellement dans les salles. On va passer à toute autre chose. Là, en se dirigeant vers des vrais bad guys. He betrayed me. He betrayed you. He betrayed the Aryan race.
Get a doctor! I am a doctor, idiot. Don't you come near him! Shut up, you ugly bitch. Donc en attendant Godard sur Synapse, c'était Gregory Peck dans The Boys from Brazil de Franklin J. Schaffner qui donc jouait le docteur Mengele, qu'on ne qualifiera pas de bon docteur, mais qu'on retrouve donc dans La disparition de Joseph Mengele, nouveau long métrage de Kyle Serebrennikov, son deuxième de l'année après Limonov, La balade, sorti donc en tout début d'année, qui donc comme son titre nous l'annonce, nous parle de Joseph Mengele, le docteur des camps de la mort qui avait expérimenté pendant des années sur les corps humains, donc de tout le personnel qu'il avait à sa disposition, et qui évidemment, comme toutes les petites merdes de nazis à la fin de la guerre, s'est réfugié comme beaucoup en tout cas en Amérique du Sud, en Argentine, comme cette grosse merde de Klaus Barbie par exemple. Et donc ça va être la traque et la vie de Joseph Mengele en Argentine, joué ici par Auguste Diehl, qui avait déjà joué dans plusieurs films de Kyle Serebrennikov, qu'on avait connu principalement en France pour son film Leto il y a quelques années déjà, et qui clairement donnait une genre de fausse image finalement de ce qu'est le cinéma de Serebrennikov, qui est quelqu'un de techniquement extrêmement compétent et très impressionnant, dans un cinéma assez, âpre et dur, notamment parce qu'il prend souvent pour cadre la compliquée société russe, et on va dire les affres du monde contemporain, mais qui, je n'ai pas encore vu celui-là, mais je trouve notamment dans Limonov, en fait, sa forme exceptionnelle cache souvent un discours assez pauvre. Est-ce le cas dans ce film-ci, Margot? Je ne serais pas aussi radicale que toi. C'est que, comment dire, il est pas évident ce film. Déjà parce que il est très beau et il y a énormément de scènes qui sont, très touchantes sur le plan esthétique, mais on parle de choses qui sont très graves et je suis toujours très partagée par rapport à ce genre de... À l'esthétisation de la... Tout à fait. Surtout qu'on a une grosse partie de la vie de Joseph Mengele qu'on imagine, mais qu'on ne connaît pas très bien. Et donc, on sent que... le réalisateur, il a un petit peu raccroché les wagons comme il a pu. Et en fait, il y a une scène en couleur qui filme ce que Mengele a fait dans les camps. Et... Qui sont des scènes en couleur, parce que le film est principalement en noir et blanc. Parce que le film est principalement en noir et blanc. Et les flashbacks sont en couleur. C'est le même principe que Johnny s'en va en guerre, en fait. Oui. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'on a vraiment ce ressenti qu'il est bloqué dans ce passé-là. Et c'est un peu le propos du film, c'est qu'en fait, ce passé-là, il n'en sort jamais. Sa prison, il se l'est créée lui-même. Donc sa fin de vie n'a pas été très agréable, on va dire. A été même plutôt assez compliquée. Et je pense que... Oui, non, mais je le plains pas du tout. Mais je pense que, et c'est ce qu'il dit dans ses interviews, le réalisateur a voulu montrer que effectivement, il n'y a pas eu de procès et c'est injuste, mais il n'est pas non plus mort en se dorant la pilule au soleil. Ça a été une fin de vie pas simple. Là où je veux en venir, c'est que ce basculement avec cette scène en couleur, sur son passé dans les camps et tout ça, elle est compliquée parce que je pense qu'on ne pouvait pas ne pas montrer sa vie à Auschwitz parce que ça aurait complètement écarté ce qu'il a fait et ce qui a été atroce. Et en même temps, je me demande, est-ce qu'il y avait besoin d'être aussi démonstratif? Il y a vraiment une scène qui est... trash, où vraiment des corps sont disséqués, on voit les viscères, on voit comment... Et on voit la légèreté avec laquelle ils prennent ça. Et on voit ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est un spectacle pour eux, quoi. Oui, et ça, parce c'est que intéressant. C'est vu à travers une caméra. Ouais, et en plus, il y a un fond musical qui est plutôt joyeux et qui va encore plus en décalage avec ce qui se passe. Et c'est intéressant parce qu'on comprend très bien à quel point les SS... n'avaient pas d'humanité et n'avaient pas d'empathie et clairement faisaient des choses horribles. C'est une évidence déjà de base, mais là c'est encore plus appuyé. Mais c'est toujours très compliqué à quel point est-ce qu'on retourne le couteau dans la plaie et à quel point on parle de politique et de ce qui s'est passé dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc un peu mitigé par ce film en fait finalement.
Alors, Docteur moi, Rapido, désolé. J'ai plutôt bien aimé le film en fait. J'ai plutôt bien aimé le film parce que justement, quelque part, le film lui-même, dans son esthétisation, répond en fait à la question que tu poses sur le fait de qu'est-ce que c'est filmer un salaud et filmer bien un salaud. Ouais. C'est-à-dire que la scène quelque part la plus belle du film, c'est justement cette scène en couleur. Et justement, l'insolente beauté en fait des plans en couleur nous renvoie justement à la crudité justement de cette violence. Donc je trouve que cette espèce de débat comme quoi être bon techniquement ou être esthétisant pour filmer des sales types, ça quelque part ça les excuserait ou ça leur donnerait une sorte de lustre qu'ils n'ont pas. Alors que moi je pense que justement c'est l'inverse dans ce film-là, c'est-à-dire que c'est un film qui est brillant en termes de mise en scène. Par contre, ce que ça nous montre, c'est un pauvre type. Et du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule minute du film où on a moi j'ai pas eu une seule once de sympathie pour ce personnage-là, parce que d'une part c'est un mec qui est d'une brutalité vis-à-vis du reste du monde, de tout le monde, il déteste tout le monde, c'est vraiment un sale type quoi. C'est un mec qui regrette rien, et ses potes regrettent rien non plus, et donc quelque part tout ce qui lui arrive, on a envie de lui dire c'est bien fait mon gars, t'es paranoïaque, tu peux pas parler à ton fils, tu peux pas parler, tu dire ta femme s'est barrée, bien fait mecton quoi, parce que voilà ce qui se passe. Et encore c'est pas cher payé. Voilà ce qui se passe quand on a fait de la détestation du reste de l'humanité, et quand on a fait de son complexe de supériorité l'alpha et l'oméga de sa propre vie. Alors après on nous montre aussi que il a été conditionné comme ça, ça vient de sa famille, etc. Mais il est responsable il est totalement responsable de ce qui se passe. Et donc il n'y a pas du tout de remise en cause de la responsabilité. Et juste un truc, c'est que derrière cette scène derrière cette scène en couleur, effectivement, qui est la scène la plus violente du film, il y a un autre aspect, moi je trouve, qui rejoint plutôt la zone d'intérêt, qui est que le mec recrée en fait, sans le savoir, sans le vouloir, il recrée autour de lui l'ambiance du camp. Dans toute sa période en Argentine, dans toute sa période au Brésil, le bruit des les aboiements des chiens, les barbelés, les grillages, etc., tout ça en fait c'est intéressant de voir comment le film en fait reproduit Auschwitz, mais dans des décors sud-américains, et comment le mec se retrouve lui-même en fait non plus gardien de camp ou non plus médecin du camp, mais se retrouve prisonnier en fait. Et je trouve qu'il y a on peut questionner la scène en couleur et le fait de montrer ça, et je trouve que dans la partie en noir et blanc, il y a un truc assez intelligent justement sur les signes extérieurs de l'Holocauste qui reviennent comme le retour du refoulé dans sa propre vie quotidienne. Très bien, merci docteur, on va s'arrêter là. C'est la disparition de Joseph Mengele de Kirill Serebrennikov actuellement dans les salles. On va passer au coup de cœur. C'est nul. Aucun goût. No taste. Goût de chiotte. Les coups de cœur, docteur. Alors moi, ce sera un film un peu plus léger, que j'ai vu il y a pas longtemps, qui s'appelle Notre âme à la Havane, Notre agent à la Havane, très très exactement, film de 1959 réalisé par Carol Reed, qui est une adaptation donc non pas de John le Carré, mais de Graham Greene. Donc voilà, film d'espionnage avec Alec Guinness en majesté, qui est un petit commerçant de la Havane qui se fait recruter pour devenir agent secret, et comme il sait pas trop quoi faire, il invente tout jusqu'au moment où tout le monde finit par croire à ces histoires et où finit par y avoir des morts, et que ça le met dans une situation pas facile. Donc c'est une sorte de comédie d'espionnage assez. Moi je m'attendais à un film très sérieux, et pas du tout. Et Alec Guinness est parfait, tout le casting est british en diable, c'est très bien à regarder, c'est super. Merci docteur. Margot. C'est un poil plus léger, mais pas très léger quand même. C'est Crash de David Cronenberg. Hyper touchant, j'ai trouvé. J'ai un rapport à Cronenberg qui est en train de changer le temps passant. J'ai l'impression d'être hyper vieille en disant ça. Mais tu vas nous rejoindre bientôt, toi aussi tu vas être vieille. Bientôt un jour. Oui, autant quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment dans de la sensation, dans chercher le gore, dans chercher quelque chose de très démonstratif. Autant maintenant, j'ai vraiment ce truc où, surtout les fins de films ont quelque chose de triste. Et ça me touche différemment par rapport à avant, et voilà. Et oui, Margot, c'est le temps qui passe. Oui. Merci. Alors moi, ce sera deux choses. Le premier, c'est Aventure dans le Grand Nord de William Wellman, film d'aventure et d'aviation de 1953, avec un John Wayne étonnamment en retrait et absolument merveilleux, hyper bien sapé en plus dedans, ce qui n'est pas souvent chez Johnny quand même. Donc c'est absolument formidable. Mais Wellman, à chaque film que je vois, je me dis, cet homme est incapable de faire un mauvais film.
Et sinon, c'est Megadoc, le documentaire qu'a réalisé Mike Figgis sur le tournage de Megalopolis de Francis Ford Coppola. Donc 1h45 plongé dans le bordel et le chaos de la production. C'est évidemment passionnant et fascinant de voir tout ça en action. Mike Figgis, en plus, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Donc content de voir qu'il tourne toujours. Voilà, super documentaire qui éclaire un peu tout le bazar du tournage de films de Francis. On va s'arrêter là pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour parler notamment de gros buffles et de grosses dynamites. Prochaine édition. Merci Margot, la mise en son de cette émission. Merci Docteur et à ciao, bonsoir. Salut. Bonsoir.